Hello les tablatures et bienvenue pour le premier épisode de The Encounter, un univers original proposé par Goemon pour la table de rencontre utilisant un système générique. Pour cette partie en duo, nous retrouvons autour de la table Goemon en tant que maître du jeu et moi, Chat, qui incarnera Sacha. Dans les échos lointains du cosmos, l'humanité a trouvé sa symphonie. Une mélodie envoûtante, composée des murmures de la matière noire et des secrets des étoiles. En effet, longtemps après notre ère, la découverte d'une nouvelle énergie issue de la matière noire secoue l'humanité. Cette découverte, combinée à un développement technologique toujours plus rapide, ouvre les portes de l'exploration spatiale à une échelle jamais imaginée auparavant. Dans cet univers d'une richesse infinie, où les étoiles scintillent comme des joyaux dans l'obscurité cosmique, l'homme se lance dans une quête sans fin, à la recherche de réponses et de vérité. Le temps, jadis gardien implacable de nos vies éphémères, s'est dissipé dans les brumes de l'espace infini. Les horloges qui rythmaient nos existences se sont figées devant l'immensité de l'univers, où les voyages intergalactiques s'étirent sur des périodes qui dépassent l'entendement humain. Des familles se construisent à travers les constellations, liés par des liens qui transcendent les distances galactiques. Certains s'endorment dans les bras de la cryogénie, attendant le réveil d'un nouveau millénaire où les étoiles leur réserveraient de nouvelles épopées. Pourtant, au milieu de cette grande aventure cosmique, un silence étrange persiste, celui de l'absence de vie extraterrestre. Malgré les explorations qui ont traversé les âges, aucun être venu d'ailleurs n'a jamais croisé notre chemin. Sommes-nous les seuls à arpenter les vastes étendues de l'univers, les derniers vestiges d'une existence solitaire dans l'océan des étoiles? Au-delà des frontières de la connaissance, l'ombre des croyances ancestrales plane. Dans un cosmos dépourvu de vie extraterrestre, les religions prospèrent, offrant un réconfort spirituel à ceux qui se sentent perdus dans l'immensité du vide. Pour certains, la foi est une boussole qui guide leurs pas à travers les étoiles, donnant un sens à leur existence dans un univers qui semble dénué de toute signification. Alors que d'autres n'y voient que les vestiges d'une civilisation perdue qui cherche le réconfort qu'elle ne trouvera jamais et sont certains d'une chose, la découverte de la vie extraterrestre ou une nouvelle technologie sera leur délivrance dans cette vie sans but. Au sein de cette toile complexe de croyances et de quêtes spirituelles émerge une caste d'individus singuliers, les nomades. Ce sont des explorateurs solitaires, des aventuriers audacieux qui se lancent dans l'inconnu au nom de la découverte et de l'innovation, et aussi au nom de la firme qui les emploie, bien entendu. Pour un nomade, l'individualisme est une vertu sacrée, une philosophie de vie qui guide chacun de ses pas à travers l'espace infini. Chaque nomade est un pionnier, un chercheur de vérité qui poursuit sa quête en solitaire, sans compromis ni concession, prêt à affronter les périls les plus extrêmes. Les nomades sont prêts à tout pour atteindre leur objectif ultime, la liberté. Cette liberté, c'est la récompense accordée par les firmes pour la découverte qui changerait la face de l'humanité. Elle est unique et ne peut être accordée qu'à un seul individu à la fois. Cette récompense, c'est un pass. Un pass vers un lieu où seuls les ultra-privilégiés vivent. Un lieu récupéré de justesse après la 4e guerre universelle. La Terre. Seule une poignée d'élus jouit du luxe d'y vivre. Au cœur de cette quête infinie, les grandes firmes de l'humanité poursuivent leurs recherches incessantes dans cette clé qui déverrouillera les portes de l'avenir. La promesse de la découverte d'une technologie révolutionnaire ou d'une forme de vie nouvelle les guide dans les recoins les plus sombres de l'espace, où chaque étoile cache peut-être le secret de notre destinée ou de notre création. Ainsi, dans cette odyssée intemporelle, l'humanité se confronte à la métaphysique de son propre être. Que signifie la vie lorsque le temps n'est plus qu'une illusion fugace, lorsque les frontières entre hier et demain s'effacent dans les étoiles lointaines? C'est dans ce mélange de questionnements que les âmes intrépides des nomades s'élancent, tissant leur destinée dans les étoffes de l'univers infini. Nous sommes donc aux confins de l'univers. Ton dernier contact avec des humains n'est plus qu'un souvenir lointain. Parmi les étoiles,
dans le noir total de l'espace, un minuscule petit point lumineux émerge, euh, révélant ton vaisseau. La caméra le frôle, laissant apparaître son nom. Quel est son nom? Eh bien, il s'appelle Pèlerin. À quoi il ressemble ton vaisseau d'ailleurs? Est-ce que c'est ton vaisseau? Non, c'est pas mon vaisseau, même si c'est moi qui l'ai baptisé. Petite tradition de pilote qui bosse pour Stellar Tech. En fait, c'est pas un vaisseau immense. Il est vraiment pensé pour qu'une personne le pilote et puisse naviguer au quotidien tout le long du voyage. Assez comment dire, élancé dans le sens aérodynamique, assez étiré dans son aspect, mais pas très large, pas très haut non plus, juste de quoi se tenir debout, mais pas beaucoup plus que ça, et avec à l'intérieur un équipement somme toute assez sommaire pour ce qui est du confort du navigateur, donc bien sûr qu'il faut pour répondre à mes besoins primaires, mais ça va pas énormément au-delà de ça. On rentre à l'intérieur du vaisseau et on se dirige vers une petite couchette où une femme est en train de dormir. Et toi, est-ce que tu peux nous présenter justement ton personnage? Dire ce que tu as envie d'en dire aussi. Quand on observe la silhouette étendue, ma silhouette étendue sur cette couchette, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus petite que celle d'un adulte normal, puisqu'en fait, la couverture, somme toute, ses proportions sont tout ce qu'il y a de plus adulte, pour ce qui est de son visage, de ses bras, etc. Mais en fait, on va très vite s'apercevoir qu'en dessous du genou, il n'y a plus rien. Donc il y a cette espèce de petite dépression de la couverture juste après, là où devraient se trouver ses tibias, ses pieds, etc. On est sur une personne qui a peut-être une trentaine d'années, des cheveux courts, bruns, un peu ondulés, et un visage qui a l'air un peu marqué, des cernes assez marquées, etc., mais plutôt joli. Des longs cils, etc. Mais clairement, on sent qu'elle ne cherche pas du tout. Même là, en étant endormie, voilà, une tenue peut-être un peu grande pour elle, des choses comme ça. On n'est pas sûr. Elle transpire pas la coquetterie de prime abord. Je pense qu'elle est plutôt dans cette phase de sommeil où on commence un petit peu à, par moments, percevoir peut-être des bruits extérieurs, mais sans vraiment capter que c'est des bruits extérieurs, en fait. Elle est pas vraiment en train de rêver, mais simplement elle est dans cette phase un petit peu intermédiaire de sommeil où on n'est pas très loin de faire surface, mais on n'est pas vraiment réveillé. Carrément. D'ailleurs, à ce moment-là, les bruits que tu entends dans ton rêve se rapprochent tout d'une alarme. Tu te réveilles difficilement et tu te rends compte que l'alarme de ton vaisseau retentit partout. Et l'IA de ton vaisseau retentit également dans ta pièce. Et tu entends alerte, manœuvre manuelle reprise immédiatement. Entrez dans une zone dangereuse d'origine inconnue dans 60 secondes. Et elle répète le message. À l'instant où j'entends la sirène et que j'arrive à percuter qu'il s'agit de la sirène de mon vaisseau, je me redresse immédiatement. Placée juste à côté de mon lit, en fait, on a deux prothèses à la pointe de la technologie, fournies par Stellar Tech d'ailleurs. En fait, contrairement aux prothèses qu'on pourrait connaître nous aujourd'hui, il suffit simplement que je les pose et limite c'est comme si elles se clipsaient, ou enfin le système est difficile à définir comme ça, mais elles prennent tout de suite sur mes jambes et en fait sans temps d'attente, au final, je vais pouvoir tout de suite me précipiter vers mon panneau de commande, mais encore en short, t-shirt trop grand, enfin vraiment la tenue de sommeil. Je suis tombée de mon lit, quoi. Ah bah clairement, littéralement là, t'es tombé de ton lit. Tu cours dans ton vaisseau jusqu'au poste de pilotage
devant toi. Donc les volets, ils recouvrent logiquement les vitres pendant tes voyages en stase comme ça, se sont ouverts. En arrivant dans ton poste de pilotage, tu vois que la totalité de ta vision représente une espèce de nébuleuse qui tourbillonne. Elle recouvre la totalité de ton champ de vision. Ton vaisseau t'informe directement que l'attraction gravitationnelle de cette forme, de cette masse est gigantesque. Et qu'il est très peu probable de pouvoir au stade où tu en es, de t'en échapper. Ok. Je prends les commandes, je suis en train de régler peut-être certains boutons, certaines manettes, en essayant de garder un maximum de stabilité dans mon vaisseau. Dans un premier temps, en fait, je pense que mon premier réflexe, ça va être, si c'est quelque chose qui pour moi est très dangereux ou surprenant, etc., où je sais que ça pose un risque, je vais peut-être essayer d'inverser les moteurs de façon à ne pas me laisser capter par cette nébuleuse, si mon vaisseau est suffisamment puissant pour le faire. En tout cas, ça va être son premier instinct, ça va être de s'en écarter dans l'immédiat, de façon à pouvoir réévaluer peut-être les choses. Ok. Comment s'appelle ton IA? Et quelle relation tu as avec elle? Est-ce qu'elle t'appelle plutôt Sacha, capitaine? Alors déjà, mon IA, je pense que je l'appelle Noé. Et en termes de relation, je pense qu'elle m'appelle quand même capitaine, mais que dans la façon d'interagir, c'est plutôt informel au final. Donc tu commences à t'installer au poste. Noé détecte quasiment instantanément, évidemment, ton idée d'inverser. Elle t'informe, capitaine, l'attraction gravitationnelle est bien trop forte. Je ne vous conseillerais qu'une seule chose, enfin, votre autorisation de couper le maximum d'objets électroniques, de nous abandonner cette attraction. Eh bien, si tu penses que c'est la meilleure marche à suivre, allons-y. Ok. Tu coupes tout. Enfin, l'IA coupe tout en fait. Tu vois tous les écrans autour de toi s'éteindre au fur et à mesure, toutes les lumières s'éteindre, les lumières d'urgence s'activer. Il ne reste plus que quelques petites loupiottes qui restent alimentées. Les volets de tout ton vaisseau se referment pendant que tu ressens toi une attraction en effet gigantesque. Tu es attaché à ton vaisseau sur ton siège. Ton codex, d'ailleurs, est incapable de te dire ce que c'est que cette espèce de nébuleuse. C'est pour toi un objet qui n'a jamais été observé. Tu vas donc te laisser absorber. Et l'attraction gravitationnelle titanesque de cette perturbation va finir par te faire perdre connaissance. Avant de perdre connaissance, dans toute la phase où tout se coupe, etc., en fait, elle va fermer les yeux, s'agripper en fait aux accoudoirs de son siège. On va voir en fait ses lèvres bouger de façon assez rythmée au final, comme si elle était en fait tout simplement de plasmodier, de prier, etc. C'est pas vraiment audible, mais en tout cas, on sent qu'il y a une espèce de litanie qui se met en place. Jusqu'au moment où en fait, effectivement la pression est telle que son corps finit tout simplement par céder. Quand tu te réveilles de ce cauchemar en sueur, il y a une lumière aveuglante au-dessus de toi et tu entends une voix. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit? Une voix, oui. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une voix que je connais bien. C'est la voix de ma jumelle, de ma sœur jumelle. Mais au moment où je l'entends, je fronce peut-être un peu les sourcils parce que elle n'est pas censée être là, ni nulle part d'ailleurs. Enfin, être avec moi, en tout cas, moi dans ma tête, à ce moment-là, pour moi, je suis encore au vaisseau, etc. Donc elle peut pas être avec moi en fait. Et elle peut pas être avec moi, d'autant plus que dans le fameux accident où j'ai perdu mes 2 jambes, j'ai aussi perdu ma jumelle. Donc à ce moment-là, ça fait absolument pas sens pour moi d'entendre sa voix et en même temps, c'est un tel réconfort que je peux pas m'empêcher de l'appeler en fait. De lui dire
Léna, c'est toi? Tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis, je regarde peut-être un petit peu plus précisément autour de moi et je vois tout cet entourage un peu blanc, un peu voilà, je fais: «Mais on est où ici? C'est pas le vaisseau?» Justement, la lumière, cette lumière blanche commence à diminuer un peu. Où est-ce que tu es? Je suis dans un petit appartement, heu, peut-être dans mon lit d'enfant, en fait. Je me rends compte en baissant les yeux que, bah, je vois mes jambes, ça faisait longtemps que je les avais pas vues. Donc ça me surprend un peu, je les touche et cetera et je regarde autour de moi et en fait, je suis dans ma chambre d'enfant, la chambre d'enfant que je partageais avec ma sœur, dans une tour un peu gigantesque, d'une cité, intergalactique, quelconque et j'entends ma sœur, en fait, qui m'appelle. Elle t'appelle parce que, c'est l'heure de manger, c'est le petit-déj. On est le matin, tu viens de te réveiller. Elle a sans doute l'habitude de se lever, avant toi et tu l'entends, crier, à côté, «Sacha, dépêche-toi!» L'espace d'instant, je suis perturbée et en fait, automatiquement, mon corps se met en mouvement et «Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive» et quand mes pieds se posent au sol, juste la sensation, mais presque un frisson dans le dos, en fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu, mes orteils qui touchaient le sol ou voilà, c'est presque, presque effrayant, fascinant et en même temps très, prenant dans les tripes, en fait. C'est aussi une petite gifle quelque part de ressentir de nouveau ça. À quoi ressemble, ta chambre? Votre chambre? C'est une chambre assez petite. On roulait clairement pas, sur l'or, mais on avait partout des dessins, des choses, accrochées au mur comme ça, un peu, toutes nos œuvres, avec ma sœur et probablement, plein de livres, mais pas au sens où nous on l'entend aujourd'hui. Des livres, au final qui ont une structure métallique et où je sais que si je les ouvre, ça va être plutôt des écrans et cetera à l'intérieur. Et pareil, qui recouvre, toute une partie, d'un mur et cetera, liquide jusqu'au plafond. On roulait pas sur l'or, mais on avait un père qui est particulièrement passionné par l'univers, par, l'imaginaire et cetera et du coup qui, nous abreuvait de toutes ces connaissances-là. Parmi tous ces dessins qui sont sur le mur, il y en a un, peut-être que tu préférais ou qui t'a plus marqué? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il représentait? C'était quoi? C'est un dessin que ma sœur a fait. Pas moi d'ailleurs, c'est ma sœur qui l'a fait ce dessin. Mais il m'est particulièrement précieux parce qu'en fait, elle l'a probablement dessiné, peu de temps après que notre père ait lu, une histoire sur une planète super lointaine, qui venait tout juste d'être découverte ou quelque chose comme ça et en fait ma sœur nous a représentés toutes les 2 sur cette planète-là. C'était: «Quand on sera grande, on ira là-bas» et du coup, quand j'ai les yeux qui se posent là-dessus, j'ai un petit pincement et en même temps ça me fait rire malgré moi parce que, ça me rappelle ses rêves d'enfance, en fait. Sur ce dessin, vous êtes toutes les 2 représentées sur cette planète. Tu remarques que, il y a un élément qui n'était pas là ou au contraire qui a disparu. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y avait une espèce de dans mon souvenir en tout cas, il y avait une espèce de montagne, sur cette planète et en fait, quand je regarde le dessin, je la vois plus. Elle est parfaitement ronde, parfaitement lisse. Alors que moi, j'aurais parié à 100 qu'elle avait dessiné une montagne parce que je me rappelle encore que sur cette planète, il y avait eu la particularité d'avoir ces espèces de alors j'appelle ça une montagne, mais ces espèces de voilà, d'amas, rocheux assez importants et qui avaient un peu la particularité d'être presque scintillants à cause de ce qui la composait, en fait. Et ma sœur avait je me rappelle, avait dessiné, des espèces d'étoiles pour représenter ça dessus. Comme si ça faisait, un peu comme quand on fait, ça à la main, on fait, 4-5 petits traits en croix, pour faire comme si ça brillait et là, en fait, il y a plus la montagne et ni ces petits scintillements, en fait, qui sont là. Alors que je serais prête à parier que ça avait toujours été là.
Ta sœur te rappelle: «Sacha, dépêche-toi vraiment, on va être en retard. Il faut qu'on parte». Du coup, quand j'entends sa voix, ça m'arrache à la contemplation du tableau, enfin du dessin, et je me retourne et je fais oui, oui, j'arrive. Presque par réflexe, au final, j'abandonne presque l'idée de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je vais foncer dans la pièce, peut-être attraper un truc sur le comptoir, l'enfiler à moitié, l'enfourner à moitié dans ma bouche, en même temps que je suis en train d'enfiler un pantalon. Enfin, vraiment cette image un peu précipitée. Alors que, à l'opposé, mais ça a toujours été un peu comme ça, ce côté un peu brouillon, ce côté un petit peu, pas maladroit, mais voilà, un peu brouillon, un peu, Miss Catastrophe, et cetera. Alors que ma sœur, au contraire, c'était vraiment l'opposé. C'était tout le temps celle qui était très propre sur elle, très, voilà. Moi, j'arrivais avec des t-shirts troués, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. OK, elle était prête et à l'heure, elle, comme ce matin. Ah, elle était très prête et très à l'heure, elle est comme d'habitude. L'accident, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, c'est un moment un peu particulier. J'étais déjà plus âgée. En fait, j'étais en train de, je suivais en fait un entraînement. J'étais déjà en train en fait de me préparer. Moi, mon rêve, c'était effectivement de voyager dans l'univers, et ma sœur m'a un peu suivie là-dessus, avec d'autres motivations que les miennes. Moi, j'avais vraiment ce côté exploratrice, découverte, etc. Elle venait, bah, pour garder un œil sur moi peut-être, et parce que, ben, c'était un peu cette promesse qu'on s'était fait enfant, d'aller visiter, des planètes ensemble quand on serait plus grande. Donc c'était plus par attachement pour moi, mais elle avait décidé de me suivre au final. Ce jour-là, on était, dans le hangar, en fait, on était en train d'aider, parce que, bah, forcément, comme on était un peu les nouvelles recrues en entraînement, et cetera, on nous demandait de nous faire tout un tas de corvées, et cetera. Et on était dans les hangars avec les vaisseaux, et en fait, il y a des choses qui étaient un peu suspendues, des poutrelles, des choses comme ça, et l'une d'entre elles, en fait, c'est l'un des filins s'est rompu. À ce jour, on ne sait pas si c'est parce que c'était un défaut ou si quelqu'un l'avait mal, tout simplement, attaché. Et donc, enfin, c'est pas une poutrelle, pardon, donc il y avait un espèce de moteur suspendu, peut-être pour des réparations ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand ce qu'il retenait s'est brisé ou s'est défait, encore une fois, on ne sait pas trop. En fait, nous, on était en dessous, et ça nous est tombé dessus. Moi, j'y ai perdu mes jambes, et j'y ai aussi perdu ma sœur, à ce moment-là. Donc ça a été assez traumatique, je me revois encore, reprendre connaissance, allongée par terre avec ce poids, énorme sur les jambes, et je tourne la tête, et je vois ma sœur, pâle comme un linge, le visage couvert de sang. Je l'appelle, et elle répond pas, et je sanglote, je l'appelle, je crie, et elle répond toujours pas. C'est à partir de ce jour-là où j'ai cru que tout allait être fini, que j'avais perdu ma sœur, que j'avais plus de raison de vivre, puis de toute façon, j'avais même plus mes jambes, je pouvais même pas réaliser mon rêve d'exploration au final. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Tu es en train de te remémorer ces souvenirs lors de l'accident. Tu te souviens de cette sirène, d'un danger, d'alarme qui a retenti dans l'entrepôt où vous étiez, et cette sirène à nouveau dans ton vaisseau te sort de tes, de ton rêve, et tu te réveilles accroché à ton, siège dans ton vaisseau. À nouveau, Noé est retenti dans le cockpit: «Capitaine, capitaine, vite, reprenez-vous». Tu entends, Noé qui t'invite à reprendre les commandes. Tu vois les volets qui s'ouvrent, et les volets te montrent un tout autre paysage, puisque ton vaisseau fonce à pleine vitesse vers le sol d'une planète. Et tu entends à nouveau: «Désactivation du pilotage automatique. Capitaine, il est temps de faire des prouesses». J'ai une boule dans le ventre, probablement pas à cause du voyage, ou peut-être un peu, mais aussi par rapport à tous ces souvenirs qui m'ont assaillie, et du coup, je secoue la tête, j'essaye de me reprendre, j'attrape les commandes, et je lui dis: «OK Noé, c'est parti, on y va». Et en fait, je me lance dans mon pilotage, avec une concentration
maximum. J'essaye de mettre de côté tout ce qui a pu me troubler dans les instants qui ont précédé. En tout cas temporairement. Eh bien, tu vas me faire ton premier jet de 2 d 6. Ok, je pense que c'est bon. Tu vas réussir à rétablir un semblant d'équilibre. Mais clairement, tu t'es réveillé très très tard. Et tu vas devoir me faire un deuxième jet pour reprendre le contrôle du vaisseau. Ok. Tu arrives à récupérer complètement la trajectoire. Noé, capitaine, je vous ai rarement vu autant en forme. Et du coup, tu es complètement apte à essayer de faire un atterrissage en bonne et due forme sur cette planète. Tu peux même repasser en mode pilotage automatique. Donc, Noé te l'informe. Si vous voulez, capitaine, je peux m'en occuper. Ouais, à ce moment-là, en fait, le soulagement et le stress qui redescend, la pression que j'ai ressentie quand on s'est fait attirer par la gravité, mes visions, enfin mon rêve, etc. Je sens effectivement que j'ai l'estomac complètement retourné. Je lui dis oui, oui, vas-y, et je me retiens à grand-peine de vomir en fait. Je dis oui, pilotage automatique, et en fait, je me détache rapidement de mon siège et je fonce vers la partie dédiée aux sanitaires en fait. Et en fait, j'essaye de vider mon estomac où il n'y a pas grand-chose dedans parce que j'ai pas, je me suis levée en sursaut ce matin, j'ai rien dans le ventre, donc c'est plutôt de la bile, etc. Et du coup, je suis à genoux sur le sol en train d'essayer de vomir des choses que je n'ai pas dans l'estomac. Et ça va durer comme ça quelques instants. Et ensuite, je vais me laisser tomber en fait au sol, profiter de la fraîcheur peut-être du métal, du revêtement qui m'entoure, en poussant un soupir, en essuyant en fait du dos de la main le coin de mes lèvres, etc. Et en appuyant ma tête, en fermant les yeux contre le mur, tout simplement. Et essayer de reprendre un petit peu contenance. Passé un moment, je ricane presque et je suis là. Noé, tu parles d'un réveil. Tu vas entendre Noé te dire, t'informer en fait, de façon très pragmatique, scan de la surface en cours. Capitaine, j'ai détecté une zone d'atterrissage. Dois-je atterrir? Ouais. Oui, vas-y, amorce la procédure d'atterrissage. Je vais me préparer. Et je me relève un peu chancelante pour aller. Tu marches dans un couloir et à nouveau la voix de Noé qui t'interrompt et capitaine, nous avons été déconnectés de Stellar Tech. Attends, quoi? Tu peux répéter? Je répète, nous avons été déconnectés de Stellar Tech. Il n'y a plus aucun contact. Non, mais essaye de te reconnecter, Non, pas possible. Non. J'ai déjà essayé, plusieurs fois. Bon, continue. Je vais me préparer. Puisqu'on est là, au moins, autant aller jeter un coup d'œil, mais continue un rythme régulier. Tu entends dans ton vaisseau un bruit que tu connais bien, des sortes de projections, de sondes que ton vaisseau lance quand il atterrit. Et pendant que tu te songes, Noé t'informe que la connexion est coupée. Et malgré les dizaines de tentatives, elle n'arrive pas à se reconnecter. De plus, capitaine, Oui. je capte un signal. Comment ça? Celui-ci semble venir de la planète. Comment ça, un signal? Quel genre de signal? Je suis incapable de le déchiffrer. Ok. Il y a un signal. J'ai beau essayer d'analyser, je ne peux pas déterminer exactement ce qu'il essaye de transmettre. Par contre, j'ai sa position exacte. Ok, tu me cartographies son positionnement et je me prépare. Et en fait, dans sa voix, au-delà de la confusion, on va entendre une pointe d'excitation à partir du moment où Noé va parler en fait de ce signal.
il y a une petite poussée d'adrénaline, une petite excitation qui a monté en elle, en fait, celle vraiment de la recherche et peut-être même de trouver quelque chose, parce que c'est pas anodin, de capter un signal, ça arrive pas souvent, voire ça n'arrive jamais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, ça lui est jamais arrivé. Elle a découvert des choses intéressantes dans ses explorations, mais jamais de signal, qui pourrait émaner d'autre chose que, simplement, d'éléments naturels ou autres qui pourraient collecter, par exemple pour Stellar Tech ou en tout cas elle a jamais, eu dans ses explorations de contact comme ça, de signal, qui serait repérable. Et du coup, elle va se préparer avec peut-être même un peu plus de ça l'a presque peut-être tirée de son état un petit peu groggy et cetera. Elle se prépare avec plus d'entrain, un peu plus rapidement. Elle enfile sa combinaison d'exploration habituelle, elle vérifie ses équipements, les différentes jauges d'oxygène, de choses qui pourraient voilà, lui être utiles. Elle a peut-être aussi une espèce de besace, enfin d'équipement, de sac, où elle a en fait des éléments de prélèvement, d'échantillonnage, etc. Qu'elle va passer en bandoulière par-dessus sa tête et son casque. Et du coup, elle va se précipiter vers l'endroit en fait où elle a la sortie. Elle doit avoir probablement un petit moniteur qui est connecté au vaisseau en permanence. Et du coup, elle va demander à Noé de lui envoyer toutes les données dessus, même si elle sait très bien en fait qu'il l'aura probablement déjà fait. Et en fait, elle est devant la plateforme qui va s'abaisser pour la laisser descendre. Et elle pousse un profond. Elle souffle profondément en fait. Enfin, voilà, elle expire tout l'air qu'elle a dans les poumons. Elle inspire profondément et de nouveau, elle commence à marmonner, à plasmodier sa petite litanie comme tout à l'heure pendant la navigation. Ça dure que quelques instants et une fois que c'est fait, on sent ses épaules se décontracter un peu et elle est prête à y aller. Tu es devant cette plateforme qui commence tout juste à s'ouvrir pendant que la voix de Noé t'informe: air toxique, radioactivité élevée, température -245 degrés, aucun mouvement, aucune forme de vie détectée, forme de vie détectée, signal toujours présent. Capitaine, une forme de vie à moins de 300 mètres, signal à quelques kilomètres. La plateforme finit de se poser, tu découvres un paysage plutôt gris, poussiéreux, des vents qui soufflent au sol en permanence, poussière en plus liée au fait que tu viens de te poser, qui retombe doucement. En effet, à 300-400 mètres de ton vaisseau, face à toi, une silhouette en scaphandre, comme toi, se dirige vers ton vaisseau.